Donc, je suis Didier Joliot, je suis le présentateur de ce webinaire et donc je vais traiter de comment l'IA pourrait-elle révolutionner les spécifications et la conception des tests fonctionnels. Je ne vous apprends rien en disant que l'IA fait le buzz depuis quelques mois et que partout on annonce qu'elle va remplacer l'homme. Donc, j'ai décidé de voir, d'analyser si elle pourrait être utilisée dans un futur proche pour les directions métiers comme pour l'IT. Je vise les deux publics, afin de spécifier donc les systèmes d'information et de concevoir leurs tests qui sont uniquement des tests fonctionnels, je le précise quand même. Vous notez quand même aussi que je suis prudent dans la formulation de mon titre. J'ai mis du conditionnel, c'est pas du futur, et j'ai mis un point d'interrogation. Parce qu'en fait, vous allez comprendre qu'il y a pas mal d'incertitudes. Je rappelle aussi que je vais traiter le sujet en me positionnant, en disant voilà déjà ce qu'on sait faire aujourd'hui, mais qui n'est pas très connu, mais qu'on sait faire sans IA. Et d'autre part, voici les avancées de l'IA qui sont extrêmement rapides. Je ne le conteste pas. Et donc, c'est pour ça aussi mon incertitude, parce qu'en fait, on a beaucoup de nouveautés. Autre point dans cette présentation et cette introduction, 2 points soulignés. Je suis un expert des spécifications et de conception des tests, je le revendique, parce que ça fait des dizaines d'années que je le fais dans des contextes très différents. Je ne suis pas un expert de l'IA. Par contre, mais je vais expliquer après, que quand même, bon, j'ai fait des choses sur l'IA. Et d'autre part, personne, c'est une autre marque, personne ne possède une boule de cristal. Personne ne peut prédire aujourd'hui, tous les experts ils vont à tâtons, personne ne peut prévoir les orientations de l'IA. On est très surpris en fait, je vais vous expliquer pourquoi dans un instant, de ce que peut faire l'IA et de ce que ne peut pas faire l'IA. Alors justement, je vais surtout parler d'IA, mais ce qu'on va parler, c'est de l'IA générative. Et essentiellement l'outil ChatGPT, même si j'ai en fait aussi travaillé sur l'outil Bard, concurrent donc de ChatGPT et qui lui est présenté par Google. Les résultats sont en fait similaires, donc je ne vais pas vous dire ça c'est du ChatGPT, ça c'est essentiellement du ChatGPT que je vais vous présenter, mais j'ai fait des choses avec Bard. Ils sont capables donc ces outils d'IA générative de converser avec vous, c'est la notion de chat. Et ils utilisent, c'est bon à le savoir en prérequis, ils utilisent un algorithme transformer, comme on dit, qui permet d'analyser le mot suivant de la réponse. C'est purement une probabilité, il vous sort un mot pour faire des réponses qui, en fait, sont... il n'a pas d'intelligence en lui, véritablement. C'est ça qui est vachement étonnant. Alors, même vous voyez dans la littérature que certains parlent d'un perroquet probabiliste. C'est le terme qui est utilisé. Je trouve que, bon, c'est peut-être un super perroquet, certes, mais il ne connaît rien, en sens, il n'est pas capable d'avoir une opinion par lui-même, par une intelligence qu'il aurait sur un sujet. Ça va jouer dans ce que je vais vous présenter. J'ai encore 3 remarques à faire, donc qui sont nécessaires pour comprendre la suite. Tout d'abord, donc, c'est assez étonnant quand on lit les documents des chercheurs sur l'IA, c'est qu'en fait, eux-mêmes ne s'attendaient pas en fait à ce que la stratégie de Transformer, ce que je viens de vous expliquer, donc d'aller faire en probabilité trouver les bons mots, donne des résultats aussi bons ou aussi étonnants, on va dire. Alors parfois c'est bon, parfois c'est moins bon. Vous allez voir, je souffle le chaud et le froid. Et donc, en tous les cas, c'est étonnant que les chercheurs donc ne savent pas dire, enfin, ne savent pas prédire à partir d'un outil qui a été fabriqué ce qu'il va faire. Donc, ils testent. On peut dire ça. Ils testent l'IA. Et donc, j'ai fait pareil. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ces chercheurs et moi-même, nous ne connaissons les principes, par exemple, de ChatGPT, ce que je viens de vous dire, mais on ne connaît pas la réalité interne de la conception de l'outil.
c'est bien la première fois à une telle échelle, je crois, hein, me semble-t-il, on nous donne à des milliers de gens, à des millions de gens, un outil dont on ne connaît pas vraiment comment il fonctionne. Donc, c'est gardé, en fait, c'est un secret industriel de ChatGPT, par exemple, d'OpenAI, qui est l'auteur, l'organisme l'entreprise qui a fait ChatGPT. Et la troisième remarque d'entrée, l'IA semble remettre en cause la compréhension de l'intelligence humaine. En fait, quand on pose une question, on s'aperçoit que ChatGPT sait, en grande majorité, bien répondre, alors qu'il, je l'ai dit en introduction, alors qu'il n'a pas d'intelligence au sens traditionnel du terme. Il n'a pas le raisonnement. Il fait un calcul algorithmique probabiliste. Et ça a étonné beaucoup les gens, et on est en train de revoir que tout compte fait, il semblerait que le langage soit parfois plus prépondérant que le raisonnement. Alors je rebondis un peu avec ce qu'on va dire dans la suite de notre présentation, c'est qu'en fait, nous, on va traiter, entre autres, des spécifications de ce que disent les utilisateurs, par exemple. Et c'est du langage. Donc, je termine, ça veut dire que si c'est du langage, on doit pouvoir effectivement utiliser de l'IA. OK. Je vais faire une présentation, donc tout d'abord de moi-même, je ne l'ai pas fait au début, mais vous allez voir pourquoi. Ensuite, je vais expliquer pourquoi j'ai choisi ce thème, quels sont les enjeux. Je vais rappeler, parce que ce n'est pas négligeable, entre guillemets, notre état de l'art. Et je répète, en fait, c'est des choses que peu de gens connaissent, qui sont déjà faites sans IA. Ça va peut-être vous étonner. Et donc, la question suivante, ça sera de savoir, est-ce que l'IA générative, notamment, principalement, change les choses? Donc, je pose d'abord le problème dans les trois premiers, surtout dans la bullet point 3, pour qu'ensuite, on ait un projet d'utilisation de l'IA. Et je regarde un peu dans le point 4, je regarde ce qu'elle sait faire et ce qu'elle ne sait pas faire. Je passerai assez vite sur la bullet 4 parce qu'en fait, c'est très illustratif. Je vous montrerai par des exemples ce qu'elle fait bien ou mal. Je ne vais pas chercher à sélectionner que les choses bien. Vous verrez que c'est très contrasté. Et le point le plus important, c'est la conclusion. Parce qu'en fait, là, il y a une réflexion. C'est le fruit de toutes mes remarques entre ce qui existe, ce qu'elle pourrait apporter, ce que j'ai constaté, et que va-t-on faire. Et c'est très... oui, c'est une vue large. Je ne cherche pas à être très focalisé sur un petit point de détail sur notre problématique de spécification et de test. Et puis après, donc, on peut se terminer aussi d'un point de vue philosophique de savoir si on est encore utile demain. Les humains, je parle. Ou moi-même. Alors, c'est amusant que de dire, tiens, tout d'un coup, on va parler avec ChatGPT. Donc, je me suis dit, tiens, puisqu'on fait une présentation classique, autant demander à ChatGPT ce qu'elle connaît de moi. Et comment je pourrais me présenter donc dans ce webinaire. C'est pas... Et donc, j'ai obtenu une réponse, une première réponse. Là, j'étais au départ, je vous ai fait des copies d'écran, j'étais au départ avec une version ChatGPT 3.5. Alors, c'est pas mal. C'est vrai que je suis coach agile, je suis surtout aujourd'hui formateur, parce que bon, j'ai un certain âge, et donc maintenant j'ai beaucoup à transmettre sur notamment l'agilité, mais l'agilité, la gestion de projet agile, etc. Et j'ai inventé un certain nombre de choses, j'ai créé un certain nombre de choses. Donc, dans l'innovation. J'ai écrit plusieurs livres, ça c'est vrai aussi. Voilà, j'ai travaillé surtout dans des entreprises de grande taille, de très grande taille, pour des très très gros projets. Aussi bien dans le secteur industriel, notamment j'ai une expérience de presque 10 ans comme responsable de la certification des logiciels embarqués, mais pas que, j'ai fait aussi du centrale nucléaire, des Rafales, des sous-marins et autres. Et puis j'ai travaillé surtout, pendant plus de 25 ans, dans les banques.
un petit peu aussi dans les assurances, un petit peu dans les administrations, donc dans les systèmes d'information tertiaires. Mais vous notez quand même, première remarque, c'est que c'est pas mal, la présentation est bien, mais il a été chercher des informations erronées. J'ai jamais écrit le portfolio management. J'ai jamais écrit un livre qui s'appelle Les spécifications agiles en pratique. Par contre, j'ai travaillé sur ces sujets-là, mais lui, il les a traduits sous la forme de livres, de titres de livres, ce qui était fou. Voilà. Et donc, première remarque. Après, bon, il m'a mis plus de 20 ans. Les gens qui avec moi, j'ai fait un peu plus que 20 ans. J'ai jamais travaillé dans les médias. Donc, première remarque. Je vous ai dit qu'il y aurait du chaud et du froid. Première remarque, je constate qu'il est pas mal, mais ce n'est pas la vérité. Il n'a pas la notion de vérité. Je l'ai déjà dit en entrée, en introduction. Il est probabiliste. Et notamment, l'histoire des livres, ça l'explique. Pourquoi j'ai choisi ce thème ? Je vais travailler essentiellement, je le dis d'avance, sur des problématiques qui sont les plus courantes quand même aujourd'hui, sur des utilisateurs qui ont un besoin et pour laquelle on va essayer donc de répondre la satisfaction utilisateur. Dans la satisfaction utilisateur, on va y arriver, ça se traduit d'une part, et ça vous le comprenez bien, d'avoir la meilleure réponse sur ce qu'a demandé l'utilisateur et comment j'ai codé. Donc ça, c'est ce que j'appellerais des spécifications. J'ai traduit le besoin utilisateur en exigence, en voilà ce qu'il faut faire. Alors écrite, pas écrite, c'est pas le sujet. J'ai quelque chose qui est à faire et le développement doit répondre à ce que j'ai demandé. Donc, comme j'ai dit que j'allais essayer de faire quelque chose de large, je vais aussi donc faire la deuxième partie, parce que c'est souvent oublié, c'est que dans des domaines, il faut vérifier que ce qu'on a demandé aux développeurs, c'est aussi ce que voulait en réalité l'utilisateur. Il y a donc deux temps précis qui sont, on s'applique souvent à faire les premières spécifications et les tests correspondant à ces spécifications, mais dans certains domaines, alors je vous ai dit que j'avais travaillé sur l'aéronautique, on faisait des tests informatiques, si je puis dire, ici, pour vérifier que le code il est correct. Alors, test ce qu'on appelait unitaire, aujourd'hui on appelle ça peut-être des tests de user story. Ok, c'est bien, c'est bien. On allait même plus loin, on faisait des tests d'intégration, super. Mais derrière, dans ces domaines-là, on va beaucoup plus loin. Donc, si on fait un avion, on fait une fusée, on fait des tests sur simulateur, sur banc d'essai, et même on fait des essais en vol. Et tout ça, pourtant, on est passé par des tests de codage, si je puis dire. Le code correspond aux exigences. Ça, c'est déjà bien, super. Sauf qu'il y a encore pas mal d'erreurs, et tout compte fait, ces erreurs ici ne permettent pas d'atteindre la satisfaction utilisateur. Donc, moi, je vais aussi parler donc, de ces deux aspects. Et puis, par contre, je ne parlerai pas peut-être de certains domaines où on ne sait pas justement véritablement quelles sont les exigences. C'est-à-dire que là, le big data et l'IA elle-même, c'est un peu spécifique, donc j'en parlerai pas. Je vais rester sur un domaine qui est général, plutôt assez général aujourd'hui, classique. Rapidement, pourquoi ce thème ? Spécifier et tester sont pour moi deux facettes d'une même médaille. On ne peut pas tester si vous n'avez pas posé le sujet à traiter. C'est bien ce que je viens de dire. Je me situe dans ce cadre. Et ceci, quelle que soit la démarche utilisée, le cycle en V ou en agile. Vous avez à droite le texte bien connu d'Einstein. Et je ne suis pas Einstein, mais ce que je peux vous dire, c'est que quand j'ai traité des très gros projets, je parlais tout à l'heure d'Airbus, je peux parler des gros systèmes bancaires, mais très très gros. La mise en place, par exemple, dans une grosse banque française internationale, de toute leur vente de tous les produits en multicanal,
Ah ben, j'ai retravaillé, j'étais sur le sujet pour les spécifications et les tests. Pas les tests d'US, de user story, mais au-dessus. Eh bien, j'ai passé 70% à faire des specs et j'ai réussi à faire des conceptions de tests, pas l'exécution, on ne parle pas de l'exécution aujourd'hui. La conception des tests, 30%. Je passe plus de temps à m'assurer que le problème est bien posé. Quand on a bien posé le problème, les tests, je sais faire. OK. Deuxième message, ça ne sert à rien, c'est un peu le prolongement de ce que je viens de dire, ça ne sert à rien de tester quelque chose qui est de toute façon qui n'est pas demandé ou qui ne correspond pas aux besoins utilisateurs. Il y a une phrase qui dit en anglais, mais qui dit en français encore plus vulgairement, merde en entrée, merde en sortie. C'est exactement ça. Je vois des gens, ils testent, ils disent j'ai testé. Oui, mais tester quoi? Le problème, il y a vraiment, pour moi, ça a toujours été dans ma carrière, vous spécifiez, vous validez les spécifications, plusieurs méthodes, et ensuite vous préparez des tests. Et les tests doivent coulisser, doivent être générés vraiment avec une traçabilité par rapport au spec. Et de manière automatisée, c'est encore mieux. Je parle bien de la conception des tests. Et ça va permettre donc des bonnes spécifications, ça permet de bien travailler entre vous, entre les métiers, les développeurs, le product owner, ce qu'on appelle les trois amigos en agile. À savoir qu'il faut des spécifications bien claires, bien pertinentes et aussi bien textuelles que graphiques. Juste une petite remarque, j'ai dit, je vais bien au-delà des tests de user story. Je parle dans ce cours, enfin dans cette présentation, de tests aussi bien donc de inter-US, ce que vous voulez, des grosses fonctionnalités, jusque donc aux tests d'utilisateur en finale, d'acceptation. Et ce sont les plus compliqués. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai étudié des bugs qui ont entraîné des pertes d'avions, des choses comme ça, où là on voit la fusée Starship d'Elon Musk. Eh bien, ce n'est pas un test unitaire qui probablement a amené que la fusée se scratch là, parce que en fait c'est des problèmes d'omission d'exigence, d'omission de spécification ou de contradiction dans la spécification. Et le test unitaire, vous ne pouvez pas le détecter. Enfin, disons ça clairement comme ça, quoi. Ça peut être détecté qu'après. Autre point à préciser, la solution que l'on cherche, qui va arriver, d'IA, s'intègre aujourd'hui en agile. Enfin, avec des projets agiles, avec une démarche agile. Souvent, de plus en plus. Or, à droite, vous avez un produit. Si je regarde cet aspirateur, je suis incapable de dire est-ce qu'il a été fait en agile ou pas en agile. Il est comme il est. Mais par contre, en réalité, à gauche, vous avez ce qu'on appelle des artefacts, des tickets. Des tickets plus ou moins gros. Vous avez ce qu'on appelle, les gens parlent toujours du user story, mais avant de passer au user story, il y a des niveaux, des strates, quand les grands projets, qu'on appelle des épiques, qu'on appelle des features, peu importe. Et en fait, c'est un ticket d'évolution destiné à dire j'évolue, je fais évoluer mon système. Et donc là, par exemple, j'ai une grande fonctionnalité avec des sous-fonctionnalités et c'est ma première évolution. Et donc, c'est l'évolution, par exemple, de créer un client et c'est la version 1. Quand je fais un autre artefact, plus tard dans ma roadmap, par exemple, dans mon planning, si vous préférez, je veux améliorer la fonctionnalité créer un client. Et pour ça, je vais rajouter des choses. Je vais casser des choses. Je vais supprimer, par exemple, F4. Je vais supprimer certaines flèches, des conditions qui sont... Je vais simplifier mon schéma. Il y a des conditions sur les flèches, etc. Et donc, j'ai une image d'une fonctionnalité qui existe toujours, qui s'appelle créer un client, mais qui en réalité est améliorée, si vous voulez, par rapport à la version 1. Et donc, on a
une autre problématique, souvent oubliée par les gens de l'IA. Si on veut vraiment une IA intelligente, il faudrait déjà repérer ce qui existait avant de ce qui existe ensuite, de manière à faire les tests de nouveautés, mais aussi les tests, donc, je crois que je l'ai là, le schéma, de ce qui est amélioré ou de ce qui est inchangé, des tests de non-régression. Et tout ça, il faut le faire rapidement. Donc, c'est pour ça que je parle beaucoup d'automatisation de la conception des tests. Je ne parle pas de l'exécution des tests. Hein. Ça, c'est un sujet, j'en parle un petit peu à la fin. Il y a un lien. Une fois que j'ai conçu les tests, il faut les mettre dans des outils, plus ou moins automatiquement, dans des outils d'exécution. Mais mon sujet, donc, c'est de dire ne pas confondre les fonctionnalités des artefacts, ne pas oublier qu'il y a aussi des TNR à faire, des tests de non-régression, et pas simplement que des nouveautés. Et la solution d'une IA serait, que peut-on faire pour tester tout ce que je viens de dire et dire que ça marche au total? Alors, donc, vous avez bien compris les deux questions qui me turlupinent. C'est un outil d'IA peut-il m'aider pour spécifier, un outil d'IA peut-il m'aider pour concevoir les tests? Ok. Je vais dire, donc, et tout ça en allant vite, hein, c'est pour ça que j'avais un sablier dans le précédent transparent, parce que je voudrais automatiser tout ça. Ok. Un petit peu. Ah oui, et puis après, la question dernière, c'est de me dire, bon, est-ce qu'un jour, l'IA pourrait faire ce webinaire à ma place, tout compte fait. Donc, comment améliorer notre état de l'art? Quel est l'état de l'art? Par état de l'art, j'entends, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour automatiser les spécifications et la conception des tests? Donc, rapidement, spécifier, c'est pas de s'arrêter aux détails de critères d'acceptation de user story. Il y a bien des choses à dire, et c'est peut-être pas non plus le raisonnement des utilisateurs que de passer par là. Que ça soit utile, nécessaire, j'en conviens, mais c'est peut-être un problème de développeur et un problème de test, avant tout. Dans certains cas, il faut aller plus loin. Et puis alors, je ne vous dis pas pour les fonctionnalités qui sont plus grandes. Donc, pour moi, ça passe par un langage de spécification. Donc, moi, j'ai un langage, par exemple, mais un vrai langage avec de langage naturel, c'est pas du langage pour informaticien, première remarque, qui est adapté au niveau des gens, parce qu'il y a des gens qui sont avec des grands besoins, d'autres qui sont des besoins de détail, qui doit forcément avoir une syntaxe et une sémantique, parce que sinon, c'est pas un langage. Syntaxe, c'est une grammaire avec des mots-clés. Sémantique, ça veut dire que chaque terme que vous allez utiliser dans le langage doit avoir un sens. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des besoins, on va le revoir dans l'IA, il y aurait des besoins de distinguer, par exemple, est-ce que le type du client, c'est la catégorie du client, par exemple. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est pas la même chose? Lui donner vraiment un sens à chaque mot qu'on utilise. Ça va permettre de faire des contrôles, et ça va permettre aussi de montrer ce qui évolue et ce qui évolue pas. Et puis, le pendant de la spécification qui a toutes ces propriétés, c'est de pouvoir générer des tests de manière systématique et qu'on peut automatiser. Alors, il existe déjà des outils, j'en connais deux, qui partent d'une spécification qui a les propriétés de ce que j'ai dit avant, et vous appuyez sur un bouton, mais c'est un peu, on va dire que globalement, vous appuyez sur un bouton et vous obtenez les plans de test. Voilà. Donc, ça existe déjà. Maintenant, avec des limites. Voilà. Et dans ce qui me concerne, dans ma solution, elle permet aussi, le point que on dit bien ce qu'il faut faire, hein, les frameworks agiles ou autres, ils disent il faut faire des TNR, mais ils ne vous disent pas comment, ils ne vous les donnent pas. Or là, il faudrait générer automatiquement la liste des TNR à rejouer. Et ça, c'est faisable. Ça peut donner lieu donc une solution rapide
pour faire la conception des spécifications et des tests, qui peuvent être aussi bien pour des tests manuels, évidemment, que pour des exécutions. Et le problème de l'exécution, j'ai dit que je n'allais pas le traiter, mais on pourrait injecter des résultats dans un outil d'exécution automatique. Donc moi, je travaille sur ces sujets-là. Je vais vous parler maintenant d'IA. Sinon, je donne des cours sur toute l'agilité, et essentiellement donc, de spécifications et des tests, mais pas que. Ok, et donc je travaille aussi, j'ai fait une vidéo qui explique sur les tests, avec Upskill for IT, la spécification et les tests. Alors, je vais passer sur ce schéma assez rapidement pour arriver à l'essentiel qui est la conclusion. Assez rapidement, ça va être dynamique, mais c'est juste pour vous montrer des résultats. Donc, le but, c'est de montrer des résultats rapides. Je pose une question à gauche, à droite, il me sort une réponse. Là, c'était, j'ai une première idée. On est dans la phase d'idéation agile, on est dans le design thinking, si les gens connaissent. Les gens réfléchissent à une idée de projet ou une idée de fonctionnalité. Et ça, j'ai trouvé ça pas mal. Il répond de certaines nombre de choses. À l'homme, ensuite, de dire, tiens, ça je prends, ça je ne prends pas. L'homme reste pertinent. Mais vous avez ça remplace Google, quoi. C'est mieux. Vous arriverez à faire des choses plus précises, rapidement, conformément donc au sujet qui vous est posé. Donc ça, c'est bien. Ensuite, j'ai posé alors ça, c'est assez amusant. J'ai posé, alors je donne des cours un peu partout, et j'avais posé un sujet, jusqu'à présent tout se passait normalement. Hein. Là, par exemple, je faisais avec des élèves d'ingénieurs une application écologique GreenQuest qui, je leur demandais de trouver des fonctionnalités, chose qu'on a vue avant, hein, et je leur demandais de faire une planification agile, une roadmap qu'on appelle, et ils m'ont tous sorti ChatGPT. Alors, je vous ai fait une copie, là, jusqu'à la version 9, de comment ChatGPT voit la planification des différentes fonctionnalités à traiter dans cette application qui était complètement inventée. Hein. Donc, ça veut dire que les gens, ils ont bien compris l'utilisation de ChatGPT. Là aussi, hein, c'est pas mal. Je trouve que ça donne des idées et que l'homme peut après, éventuellement, s'appuyer sur celle-ci. Donc, c'est plutôt positif. Troisième sujet, j'ai une spécification à droite et je lui ai posé la question, est-ce que, qui est une spécification d'authentification, très simple, hein, vous entrez votre identifiant, votre mot de passe, qu'est-ce qui doit se passer? Simple. Moi, personnellement, j'aurais rajouté d'autres choses. J'ai trouvé que c'était moyen, pour ne pas dire mauvais. Combien d'essais? Pas marqué, on ne sait pas. Que faire en cas d'échec, etc. Donc, sur les mots de passe, on ne sait pas réellement quelles sont les exigences sur les mots de passe, etc. Donc, pour moi, c'est encore très généraliste. Après, je me suis dit, est-ce qu'il est intelligent pour faire de la complétude? C'est-à-dire, quand je dis quelque chose, est-ce que je n'ai pas oublié des choses? Là aussi, j'ai posé la question, je reviendrai les conditions dans les conclusions, hein, et je n'ai pas été très satisfait de ce qu'il m'a dit. Après, je posais des questions, je trouvais que la réponse n'était pas adaptée. Alors, je sais bien qu'on peut prompter. Hein. Prompter, c'est-à-dire on peut reposer des questions dans ce qu'on appelle une conversation pour dire non, non, c'est pas ça, je te demande de faire autrement, essaye de comprendre ce que je veux, etc. J'ai passé tout le mois de juillet à essayer de lui faire comprendre des choses, mais on viendra sur les résultats en conclusion. En tous les cas, et en restant sur un prompt, c'est-à-dire des questions, une conversation où vous intervenez que pendant 5 minutes, hein, si c'est pour faire le travail à sa place et passer 10 heures à prompter avec lui, autant le faire vous-même. Et donc, je n'étais pas très satisfait sur sa réponse qui est très généraliste sur les tests que j'attends, sur une question qui était pourtant hyper précise. Après, pareil, je remonte là la fonctionnalité, cette fois-ci je prends une demande d'ouverture de livret A, vous voyez que c'est beaucoup plus par rapport à l'exemple précédent qui était très précis. Je prends une fonctionnalité de haut niveau, la demande d'ouverture de livret A, c'est pas mal, on avait trouvé qu'il avait donné une spec, au moins ça nous aidait à comprendre ce qu'il y avait à traiter. Par contre, au niveau des tests, c'est une liste.
qu'il a été pioché dans les méthodologies de test, mais ce n'est pas véritablement ce que j'attendais. Moi, je voulais vraiment la réponse. Donc, j'étais pas très content. Mais bon, ceci étant, j'ai mis quand même pour les gens qui ne connaissent pas toutes les méthodes, tout ce qu'il y a vérifié, bah, déjà, ils ont une liste, une checklist. Alors après, j'ai été surpris aussi donc j'ai essayé de l'entraîner. Et malgré tout, mes entraînements, j'ai passé du temps, j'ai pas obtenu véritablement sur certaines questions, pourtant qui me paraissaient pas trop compliquées, et puis exprimées d'une façon, on ne peut plus. Bon là, c'était quand même assez proche de ce que attendrait j'aurais pu être plus léché dans le langage naturel. J'ai pas réussi à avoir des réponses. Question de la priorité maintenant. Est-ce que tu peux me dire s'il y a un test que tu choisirais plutôt qu'un autre? Et là aussi, ça a été compliqué. Alors, vous allez me dire, là, c'est négatif tout ça. Il faut attendre la conclusion. Ensuite, j'ai reposé, comme j'ai prompté, j'ai enfin obtenu ce que je voulais à droite, c'est-à-dire des cas de test sur une spécification qui est à gauche, sauf que pour moi, je ne suis pas d'accord. Sur le point 2 et sur le point 3, je ne suis pas d'accord. Donc, je n'aurais pas fait la même chose. J'ai mis un autre algorithme. Autre point, je savais peut-être, je vais éclaircir le sujet, quand on est dans les petites fonctionnalités que j'appelle les user stories, les petites évolutions agiles, on dit qu'il faut les présenter, les cas de test, sous forme de ce qu'on appelle des critères d'acceptation. Critères d'acceptation, c'est un petit scénario qui explique ce qu'on aura comme résultat, par exemple sur l'authentification utilisateur. Et j'ai écrit à gauche du texte de spécification, à droite il m'a sorti des résultats sous la forme donc que demandent, on va dire ça comme ça, que demandent les développeurs, qu'on appelle jerkin. Mais ça, vous savez, j'ai pas besoin d'une IA pour faire ça, hein. Donc ça m'a pas convaincu. Alors que ça peut être très impressionnant, c'est-à-dire qu'effectivement, ChatGPT, je veux dire, techniquement, je fais la même chose sans IA, hein. Donc c'est bien. Des tests, il m'en a sorti, donc il a été précis, sauf que c'est erroné. C'est-à-dire que si je prends le plan de test qui est à droite, il y a des choses, par exemple, je peux écrire dans le code, je peux écrire Y inférieur à 4, ici, alors que la spec, elle disait Y inférieur à 5. Donc c'est plutôt embêtant. Dernier point, j'étais en chat 3.5, on sait très bien, c'est connu, que ChatGPT a un phénomène dit d'hallucination. Enfin, d'une manière générale, l'IA générative. C'est-à-dire que, comme je l'ai expliqué un petit peu tout à l'heure lorsque j'ai présenté le CV de ChatGPT, alors là, j'ai le bouquet là, hein. Par exemple ici, il a complètement inventé, hein. Didier Joliot est actuellement le directeur de recherche du CNRS. Waouh! Et puis, he has been with CNRS depuis 1982. Hein. Eh ben non, il a halluciné. Donc, en plus, bon, c'est pas vraiment le sujet, mais en plus, il y a la confidentialité et la protection des données, en plus. Donc, mais il y a des problématiques qui ne sont pas résolues toujours en disant ouais, c'est le buzz, c'est ChatGPT, c'est l'IA. Il y a des problématiques, vous le savez bien, qui ne sont pas encore tout à fait résolues. Par contre, et là, j'ai présenté des choses. Par contre, donc, je suis passé à ChatGPT version 4. Et là, au lieu de 175 000, je crois, ou milliards, je ne sais plus, de 75 milliards de paramètres, l'outil, en fait, tout ce qu'on sait, c'est qu'il a des milliers, enfin, plus d'un milliard de paramètres. Et donc, c'est vrai qu'à ce prix-là, si je puis dire, il est rapide et il me sort des choses à ce moment-là vachement bien. Alors là, il m'a refait un CV, je peux vous le donner, il est très bon. Donc, c'est une bonne surprise. Et j'en arrive, je suis à peu près dans les temps, au plus important, c'est ça.
Premièrement, vous devez discuter avec vos utilisateurs sur les besoins. Et par conséquent, là, je dis, OK, l'IA, ça va nous aider à sortir des idées. Vous pouvez même planifier, je vous ai montré, hein, vous pouvez même planifier et il peut vous proposer un canevas de recettes. Donc, c'est un domaine sur lequel, je vous ai dit, c'est important, faire la satisfaction utilisateur, c'est faire le bon produit. Et par conséquent, sur cet aspect de démarrage, ne pas se tromper de produit, il est pas mal. Il peut vous aider. Et c'est vraiment son domaine. Il peut même vous planifier donc des artefacts agiles pour le faire en agile. La deuxième chose à faire, après, si vous suivez bien la méthodologie que je propose, enfin l'enchaînement des choses qu'il faut faire et qu'il faudrait automatiser, si possible, c'est de cerner les fonctionnalités. Ce n'est pas les artefacts, ce sont les fonctionnalités du produit qui permettront, je vous le rappelle, de non seulement tester les nouveaux artefacts, mais de tester aussi la non-régression. Et sur cet aspect, je n'ai pas besoin non plus de ChatGPT pour faire. Ce que j'ai mis ici, là, vous voyez, le petit cycle, c'est pour dire on sait faire aujourd'hui de manière traditionnelle. Par contre, vous allez avoir des bulles pour dire ChatGPT ou une IA générative peut nous aider. En quoi, donc, cette IA générative peut nous aider? Je ne sais plus ce que je vais dire là-dessus, mais ça va revenir. Sinon, je passerai, quand on a une panne de... J'avais noté, je vous dis des arguments. D'accord. Oui, en fait, là, il peut vous aider donc pour avoir c'est un peu comme ici, pour avoir un canevas. Je pense que l'homme peut être critique, il peut vous apporter une alimentation, mais ça reste qu'avec des moyens traditionnels, vous pouvez le saisir après, ou ne pas le saisir. C'est ce que je pense, hein, sur la notion de fonctionnalité. Ensuite, troisième sujet, là on en arrive au dur. Hein. Troisième sujet, une fois que vous avez chaque fonctionnalité, qui compose de sous-fonctionnalités, etc., on doit pouvoir rédiger des règles qui expliquent ce que fait la fonctionnalité. Aujourd'hui, c'est pas très connu, mais il y a des méthodes, enfin, et des outils, surtout, la méthode et outils pour faire de bonnes exigences, des bonnes règles, pour expliquer ce que fait une fonctionnalité, aussi bien de haut niveau que de bas niveau. Souvent, on parle du bas niveau, alors, chacun vous parle de comment bien exprimer dans une user story, telle chose, mais aussi dans les hauts niveaux. Ça, c'est plus rare de trouver quelque chose d'intéressant sur le sujet. Là, on sait faire dans des méthodes, certains outils, hein, très très peu, il y a certainement beaucoup de progrès à faire sur ces outils, mais aujourd'hui, il y a des outils qui permettent d'être assez simples, de façon aussi bien textuelle que graphique, pour exprimer une spécification. Donc là, je n'ai pas besoin de l'IA. En plus, donc, par contre, si on a une bonne spécification avec une grammaire, il y a le français, l'anglais, et il y a par exemple BML. C'est un langage naturel, vous comprenez très bien, hein, c'est comme les réponses de ChatGPT, et simplement, c'est hyper précis. Et donc, vous pouvez faire des analyses. Les analyses, certaines, sont possibles à faire en traditionnel, ici à gauche. Mais certaines analyses auraient tout à gagner, sont impossibles à faire de manière traditionnelle. On va prendre un exemple ou deux. Deux exemples. L'analyse, par exemple, d'ambiguïté. Vous avez un texte qui fait un texte, peu importe si c'est même sur des post-it que vous avez fait votre texte pour expliquer, mais vous avez fait beaucoup de post-it, il y a un empilement de post-it, et vous avez écrit dans le post-it numéro 5 le type de client, et dans le post-it numéro 58, vous avez écrit la catégorie de client.
Et lui, il serait capable de vous dire, attention, est-ce que la catégorie de client, c'est aussi le type de client? Est-ce que vous n'avez pas une confusion? Deuxièmement, oui, ça c'est donc les problématiques d'ambiguïté et de synonymie. Voilà, c'est des exemples, un premier exemple. Mais il y en a plein, il y a une dizaine au moins d'analyses possibles, au moins une dizaine d'analyses possibles. Après, une fois que vous avez une spécification, vous devez faire normalement la détection des tests de non-régression. Et ça, c'est faisable de manière automatique. Enfin, moi, je sais faire. On pourrait l'automatiser. Il faut faire attention à ce que je dis. On pourrait l'automatiser de manière traditionnelle. Mais comme je dis que la spécification ici, elle est textuelle et graphique, je pense qu'il y a quelque chose à faire aussi pour faire une analyse entre deux graphiques par l'IA. Un outil comme Midjourney ou un autre en IA, vous le savez, hein, vous l'avez entendu parler, par exemple quand on regarde des radiographies pour détecter s'il y a le cancer, on prend une radiographie avant, une radiographie après, on a des critères et on laisse faire l'IA, elle est meilleure que les médecins pour détecter toutes les modifications qu'il y a. Donc si vous avez une spécification graphique, vous pouvez avoir le cliché avant, le cliché après et détecter les tests qui seront toujours possibles en non-régression. Là, ça pourrait être intéressant. Ensuite, vous passez de votre spécification qui est bien formalisée en cas de test, aussi bien pour des petites fonctionnalités, appelons ça des user stories, que pour les très grosses fonctionnalités, pour ma fusée, pour mon avion, pour mon système bancaire qui est impressionnant de nombre de personnes qui travaillent dessus. Et pourtant, je dois vérifier que le jour J, ça marche. Pour faire ça, il existe, j'en connais un ou deux, d'outils, et puis moi j'ai ma méthode, qui peut se faire très rapidement en atelier de test, pour produire les cas de test à partir d'exigences formalisées. Donc il n'y a pas besoin d'IA. En plus, c'est un algorithme. Un algorithme, il n'y a rien à inventer. Donc l'IA n'a pas d'intérêt. Et ensuite, là, c'est un peu la même chose. Pour produire les tests, c'est-à-dire les données qui permettent de valoriser les cas de test et de les variabiliser, les règles sont parfaitement connues. Donc, il y a des outils tout à fait traditionnels qui savent faire ça. Par contre, il y a aussi un autre problème, le problème de l'arrêt des tests. Moi, je sais faire des tests non seulement pour les produire automatiquement, mais aussi pour dire quels sont les... Il y a un ordre de priorité, quel est le meilleur, quel est le suivant, etc. Si vous avez 10 tests à faire, je vous donne les 10 meilleurs. Oui, mais les autres, ça veut dire qu'on les laisse tomber? Je pense que dans les autres que l'on pourrait éviter de tester, enfin, on prend le risque, une autre approche considère, et celle-là elle existe déjà, cette approche, c'est par l'IA et en regardant les données de production. Donc sélectionner parmi les tests que l'on a fait en TNR, ok, mais ceux qu'on a abandonnés, qu'on ne refait pas en TNR, mais qu'on a identifiés, regardez dans les données de production lesquelles sont les plus utilisées. Ça me paraît un truc intéressant. Je termine. Voilà, je termine en disant que ensuite il faut que les tests soient envoyés dans des outils d'automatisation. Ça pourrait effectivement peut-être être traduction d'un langage A vers un langage B, ça pourrait être faire de l'IA. Et enfin, je termine pour dire qu'on peut générer aussi automatiquement du code à partir d'une spécification en langage naturel. C'est déjà des choses qui sont envisageables. Il y a un outil là qui s'appelle MetaGPT qui est un début de solution, on va dire ça. Donc vous spécifiez ce que vous attendez d'une IHM. Là, pour l'instant, c'est très limité à une IHM et ça vous sort donc le code automatique. Ceci étant, je ferai juste ma dernière remarque et je m'arrêterai là pour ma présentation. Ça n'empêche pas le test. Pourquoi? Parce que en fait, je connais le sujet parce que j'ai déjà fait sur Airbus des générations automatiques de code.
Or, ça n'évite pas les tests. Pour vérifier qu'en fait, il n'y a pas d'erreur, comme je l'ai dit, dans la spécification elle-même, c'est-à-dire que c'est dans la spec qu'il y a l'erreur, le non-complétude, etc., et qui fait que l'utilisateur n'a pas ce qu'il attendait. Et puis, un autre exemple, pourquoi on est obligé de faire des tests, parce que par exemple, l'IA, le code généré par IA, paraît-il, ça je n'ai pas été vérifié, mais certains ne sont pas encore très fiables. Et notamment par rapport, ils ont des failles de sécurité. Donc le générateur en question, il marche, mais il peut être encore plus fiable. Voilà, j'ai presque terminé. Je termine en disant, c'est mon dernier transparent, et je vous remercie de m'avoir écouté, que oui, pour moi, ChatGPT peut, à condition de l'utiliser là où on en a besoin, c'est pas la peine quand il y a une solution aujourd'hui qui marche, de dire « Ah, je vais utiliser l'IA pour dire qu'on utilise l'IA », il faut qu'elle ait une valeur ajoutée. Première remarque. Deuxième remarque, le gros problème de l'IA aujourd'hui, c'est sa fiabilité, parce qu'elle ne connaît pas la vérité, donc je vous l'ai montré à plusieurs reprises, et ça, pour moi, c'est le plus gros problème. Elle a des hallucinations, on sait très bien qu'elle ne sait pas résoudre certains problèmes de logique, par exemple, on le sait. Donc, dans ces domaines de compétences, donc il faut trouver les domaines de compétences. Donc, j'ai essayé de mettre, dans mon dernier transparent avant, là, j'ai essayé de mettre des croix en disant recherche d'idées, oui, analyse de texte, oui, comparaison de schémas, oui, traduction de langage à langage, oui. Mais allons pas chercher de l'IA là où on a déjà des solutions traditionnelles. Donc, il y a des opportunités, il y a du travail à faire parce qu'il faut bien fiabiliser ces outils-là. À partir de là, il peut y avoir de l'espoir. Je ne vous ai pas parlé de l'espoir de certains. Hein. On parle aujourd'hui, par exemple, du grokking. Le grokking, c'est savoir que, par exemple, on s'aperçoit que les ChatGPT, par exemple, ou d'autres, certaines IA arrivent à avoir de l'intuition, c'est-à-dire vont au-delà de leur apprentissage. Alors, on commence à en parler. Là, ça pose même des problématiques, mais bon, voilà, un champ d'action possible. Je vous remercie pour votre écoute, et puis je suis prêt à répondre. Vous avez peut-être posé les questions donc grâce à l'onglet qui se trouvait à droite. Je suis prêt à répondre à vos questions. On peut peut-être me remettre. Je ferme le fichier, peut-être. Oui. C'est tout bon. J'ai enlevé ton partage d'écran. Merci en tout cas, Didier, pour cette présentation. C'était super. Vous pouvez poser des questions directement dans l'onglet questions en bas à droite. Et on a déjà une question de Florence qui te pose la question Gravity est basé sur des algorithmes d'IA comme des réseaux de neurones. Et en quoi est-ce que c'est un outil classique? Ah, je ne vais pas parler d'outils classiques. Hein. Excusez-moi, je me suis mal fait comprendre, hein, Florence. Excusez-moi. Non, j'ai dit, dans mon schéma que j'avais présenté, j'avais dit Gravity, je l'avais mis en tant qu'outil d'IA. Et donc, il est présenté comme tel. Je ne connais pas, je connais les principes, hein, mais je n'ai pas été le tester. C'est un outil qui permet, comme je l'ai dit, de sélectionner, il mélange les traces de production et il rapproche ces traces de production d'un modèle du genre que je vous ai indiqué là, graphique, et c'est l'outil qui est fait par la société Smart Testing, je vous donne le nom, hein, pas de secret, et donc ça vous permet de dire voilà là où on n'est pas passé, mais qui pourtant n'a pas été touché. Et c'est un outil basé sur un certain nombre de critères appelés IA. Voilà, j'en sais pas plus, hein, mais c'est présenté comme tel. Est-ce que je ne sais pas si j'ai bien répondu? Je pense. Tu peux écrire directement Florence en chat pour voir si il a bien répondu à tes questions. J'ai vu, en tous les cas, je vois les 3 questions. François, oui. il a écrit est-ce que le problème ne serait pas l'absence d'informations sur... Oui, tout à fait, tout à fait. Le gros problème aujourd'hui de l'IA, c'est qu'il va chercher ses sources, on ne sait où. Et les sources, on sait bien qu'elles ne sont pas fiables, on y met n'importe quoi. Donc, le gros souci, il est là. Tout à fait d'accord avec François. Voilà. Ensuite,
La future compétence nécessaire du testeur sera donc un expert en prompt. Alors, bon, c'est vrai qu'il faudra prompter, hein, mais moi, si c'est pour me faire prompter comme je l'ai fait, alors je vous avais dit que tout à l'heure, j'ai essayé de lui faire comprendre ce que c'était que le langage BML. Alors, je vais vous dire quelque chose là. J'ai passé mon temps à faire des prompts pour lui expliquer le langage BML. Donc, tout le mois de juillet, j'ai bossé là-dessus, des prompts à non plus finir. Pour passer. Alors, je ne dois pas avoir été assez loin. Je n'ai peut-être pas fait des milliers d'apprentissage, mais j'en ai fait quand même pas mal. J'ai dû balancer 200 dans la conversation. Voilà. Et puis, alors au début, ça marche, et tout d'un coup, ça ne marche plus. Alors, ça m'a énervé parce que j'ai passé 200 prompts pour expliquer ce que j'attendais. Puis alors, des fois, des prompts vachement simples. Hein. Et puis, il me répond comme un enfant de 5 ans à côté. Comme un enfant de 5 ans. J'ai été étonné, là, mais dans le mauvais sens. Hein. J'ai été étonné dans le mauvais sens. Purée, mais je t'avais dit pourtant que c'était vachement simple. C'était, tu fais ça, tu classes d'abord comme ça, et il me répond à côté. Alors, j'ai eu l'explication alors j'ai contacté des gens, des chercheurs, etc. L'explication, donc il y en a deux, hein. Enfin deux. Il y a deux phénomènes c'est d'une part, le premier phénomène, c'est qu'effectivement, la conversation ne peut pas être trop longue parce qu'au bout d'un moment, il perd les pédales. Parce qu'il n'a plus de mémoire, je ne sais pas quoi, c'est technique. Donc, des prompts trop longs, ça vous fait perdre du temps. Moi, je veux une réponse rapide. Si c'est pour faire un expert en prompt, mais que je veux bien que c'est que la question était hyper bien promptée. Mais qu'à un moment donné, parce que j'ai beaucoup de règles, donc j'y vais par petits bouts. Règle 1, il faut que tu fasses ça, règle 2, etc. Donc là, j'ai pas réussi. Donc j'ai donné le bébé à des gens plus malins que moi, certainement, et qui vont essayer pour des problèmes, pour des petites réponses, des petites questions, oui, on fait un petit prompt et puis c'est bon. Mais je pense que par exemple pour l'idéation, c'est pas mal. Parce que là, effectivement, on va pouvoir cibler le maximum d'infos que j'ai besoin de récupérer sur un sujet. Mais concernant je voulais faire un traducteur. Je pars du langage naturel, je voulais faire un traducteur pour qu'il me mette ça sous la forme de ce que j'appelle BML, c'est-à-dire un langage naturel, mais bien structuré, qui permet de générer les tests de manière algorithmique. Ça, je n'ai pas réussi. Et donc, aujourd'hui, ce que je fais, c'est que moi, personnellement, je vous propose déjà de connaître, dans mes formations, par exemple, comment bien spécifier, donc j'exprime ce que c'est que BML, et bien spécifier avec une rigueur, mais des choses simples, hein. C'est pas des choses qui viennent pour les polytechniciens, hein. Tout le monde doit pouvoir comprendre comment on spécifie de façon graphique et textuelle un système. Et puis ensuite, comment générer le minimum de tests à partir de cette spécification avec une priorité. C'est-à-dire, trouve-moi les premiers, trouve-moi les deuxièmes, etc., à hauteur de ce que vous avez envie de... Puis à un moment donné, je vous dis, j'ai plus d'idées, je les ai fait toutes. Et le problème, il ne se pose pas simplement au user story, hein, mais imaginez les systèmes. Hein, je vous donne un exemple. Dans une banque, là, j'ai fait des tests, les 4 tests. S'il avait fallu utiliser les US, je traversais 150 US par 4 tests. Parce que je faisais des tests de bout en bout. Qui ont révélé, je vous le signale quand même, 10% d'erreurs. Alors qu'il y avait eu tous les tests d'US, des tests d'intégration d'US par des développeurs et par les testeurs de l'équipe. Il n'empêche qu'on a trouvé des erreurs. Puis on a trouvé des erreurs de conception, ça c'est autre chose, de besoins utilisateurs non satisfaits, des choses comme ça, ou qui avaient été mal traduits, etc. Donc, voilà ce que j'apprends moi dans mes cours, et je travaille aussi parallèlement à mes cours. Donc, je vous ai dit qu'il existait déjà des solutions de spécification graphique ou textuelle et qui génèrent des cas de test.
Parce que l'automatisation, et je termine là-dessus, l'automatisation des tests, ok, c'est super bien, mais si vous en avez moins à automatiser, ça sera quand même du gain de temps. Vous allez me répondre, oui, mais automatiser, on peut essayer d'automatiser l'automatisation. Vous suivez. Un langage A, balance-le sous la forme qu'il puisse être exécuté par un automate. Alors, là, la réflexion est possible, mais je me dis que ça va faire peut-être des milliers de tests, peut-être, hein, et que le temps machine, c'est pas très écolo quand même. Hein. Donc, minimiser quand même, même si on automatise beaucoup de choses, je pense qu'il y aura une limite dans les automatisations. Ça, c'est mon sentiment. Hein. Justement, en parlant de ta formation et de tes cours, j'ai inséré sur le lien ta formation sur la TDD pour mieux spécifier et concevoir les tests en agile. Sinon, tu as d'autres questions du coup. Non, il reste une minute. Hein. Je pense qu'on est arrivé à la limite du. Ça va couper dans peu de temps là. Je vous remercie en tous les cas de m'avoir écouté. Si les gens veulent me joindre, il n'y a pas de souci. Il y a un moyen, je pense, dans ma présentation. Lucas, là, j'avais noté un transparent là pour montrer mes liens et puis on peut continuer la discussion après. Yes. Je vais envoyer du coup un message directement sur tes contacts. Oui. Je suis sur LinkedIn, hein, donc c'est un peu rapide là en termes de discussion, mais je pense qu'on pourrait poursuivre pour des gens qui sont intéressés.